BX1 +. Le face-à-face. Pour l'instant, on va s'intéresser au fameux plan de relance, le plan de relance européen et sa déclinaison belge. On va vous proposer un débat entre, d'un côté, Thomas Dermine, secrétaire d'État pour la relance et les investissements stratégiques, et puis deux chercheurs qui ont signé des articles plutôt relativement critiques dans la revue Politique qui consacre son dernier numéro à ce plan de relance. Ce sera Caroline Sagesser, qui est historienne et chargée de recherche au CRISP, le Centre de recherche et d'information sociopolitique, et Benjamin Denis, qui lui travaille à l'Industrial European Trade Union, si je ne me trompe pas, et qui est une organisation syndicale. On les retrouve dans un instant, mais on va d'abord faire un petit point pour remettre les pendules à l'heure sur la procédure actuellement en cours, parce que c'est pas encore tout à fait ficelé ce plan de relance. On va voir où on en est avec vous, Vanessa Lullier. Oui, alors chaque pays a dû rendre au début de ce mois à l'Union européenne un récapitulatif des différents projets qu'il souhaite mener dans 5 grands domaines. Donc il y a le digital, la mobilité, le social, le climat et l'économie du futur. Alors par exemple, au niveau belge, on a proposé l'extension du projet de tram liégeois, le développement de la 5G, la lutte contre la cybercriminalité ou la construction d'une île énergétique en mer ou encore la rénovation des écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors l'Union va maintenant analyser ces projets et les valider d'ici le mois de juillet normalement. Au total, l'Union européenne a une enveloppe de 750 milliards à distribuer, dont 5,9 milliards reviendront à la Belgique. Et ce montant devra être partagé entre le fédéral pour les projets qu'il concerne, comme le rail, et les entités fédérées, avec notamment la rénovation des écoles. Alors on va commencer avec vous, Thomas Dermine. Si je ne me trompe pas, je pense qu'on a jusqu'au 30 avril pour rendre notre dossier auprès des institutions européennes. Est-ce que vous serez dans les temps? Première question. Est-ce que les projets qui vous ont été soumis par les différents gouvernements, le fédéral, les entités fédérées, sont bien dans la ligne, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise? Écoutez, on doit être dans les temps, et à ce stade-ci, les signaux qu'on reçoit de la Commission sont relativement positifs. Il faut savoir que ce n'est pas comme un examen oral à l'université ou quand on rend un mémoire où en fait on rend un document et puis on n'a pas d'idée comment il va être évalué. Ici, on a vraiment un dialogue permanent depuis plus de 6 mois maintenant, à la fois vers le haut avec les équipes de la Commission européenne pour pouvoir ajuster le tir, et à la fois aussi vers le bas, c'est-à-dire vers l'ensemble des gouvernements du pays avec lesquels on a des allers-retours incessants pour revoir et enrichir progressivement les différents projets, les différents éléments de réforme qui sont contenus dans le plan. Ouais. Un des grands enjeux quand même de ce plan de relance, c'est d'accélérer la transition climatique, et c'est aussi de préparer le futur. Est-ce qu'on répond bien à ces objectifs quand on prévoit d'investir dans la rénovation des écoles, dans la rénovation du palais de justice? On a souvent entendu ces critiques. Qu'est-ce que vous répondez? Je pense 2 choses. On a une opportunité unique en sortie de la crise du coronavirus, vu le contexte macroéconomique, vu le contexte budgétaire, d'investir massivement dans le futur. Et on sait que ce soit la transition digitale ou la transition environnementale dont vous avez parlé, on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs si on n'investit pas massivement. Et donc, il y a une espèce de retour en grâce de l'investissement public, et c'est très bien, même si ce qui est prévu aujourd'hui n'est pas suffisant. Maintenant, l'Union européenne, elle met des minima. Il y a minimum 20% de digital, minimum 37% de digital, et je pense qu'aujourd'hui, on peut être très fier dans le plan belge d'avoir près du double, c'est-à-dire on a plus de 55% de projets verts et près de 30% de projets digitaux. Et tout ça avec une analyse qui est très intéressante, qui est une analyse de Do No Significant Harm, ce qui veut dire qu'aucun des projets contenus dans le plan, donc aucun des projets, n'aura un impact négatif sur l'environnement. Et donc ça, on peut se réjouir de cet aspect-là, à la fois de la dimension verte et de l'aspect pas de dommages portés à l'environnement pour aucun des projets du plan de relance. Alors, on a voulu, pour vous donner la réplique, donner la parole à 2 contributeurs de la revue Nouvelle qui publie son dernier numéro avec un gros dossier sur ce plan de relance. On va commencer avec vous, Benjamin Denis, si vous voulez bien. Vous écrivez qu'il y a des ambivalences dans la stratégie de relance européenne. C'est-à-dire que ça aurait pu être un moment pivot dans la politique européenne, un moment où on ressoude l'Union, un moment où on sort du carcan budgétaire. Et si j'ai bien compris votre article, vous dites oui, il y a un peu de l'idée, mais ça ne va pas assez loin et c'est peut-être pas aussi franc que ça. J'ai bien compris ? Oui, dans l'ensemble, c'est exactement ça. Donc, évidemment, on souligne le plan de relance en ce qu'il traduit dans le concret une forme de solidarité européenne via notamment un emprunt commun réalisé au nom de l'Union européenne et de ses États membres. On souligne néanmoins 3 ambiguïtés.
La première ambiguïté, c'est le fait que pour vraiment manifester un saut, représenter un saut qualitatif en termes d'intégration politique européenne, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, notamment en termes de ressources propres. Parce que c'est bien d'emprunter au nom de l'Union européenne et de ses États membres, mais si on laisse le remboursement aux soins des États membres, ça se fera nécessairement à un moment ou à un autre au détriment des projets communs. Ouais, je rappelle quand même pour tout le monde que sur les 750 milliards annoncés, il y a 390 milliards sous forme de subsides et puis le reste, 360 milliards, ce sera sous forme d'emprunt. C'est-à-dire que les États doivent rembourser à un moment. Hein. Voilà, mais donc au-delà du débat sur les chiffres, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que cette partie remboursement, si elle ne vient pas de nouvelles ressources qui doivent être créées, on peut parler de taxes sur les transactions financières, on peut parler de taxes sur le digital, etc. Il y a une série de propositions qui vont être faites dès cette année par la Commission européenne et un peu plus tard en 2024, et c'est dans ce débat-là que va se jouer le saut qualitatif en matière d'intégration politique européenne. Donc ça, c'est une première ambiguïté. La deuxième ambiguïté, elle a trait au social. Les États frugaux ont imposé dans le débat la nécessité de conditionner le programme européen de relance à un certain nombre de réformes. Et quand on essaie de savoir ce qu'on entend exactement par le mot réforme, eh bien, on arrive à cette ambiguïté que nous pointons dans l'article. Est-ce qu'on va y aller via des mesures sociales visant à doter la stratégie de relance européenne d'un ensemble de mesures en termes de formation, en termes d'attention aux inégalités sociales, à la pauvreté énergétique, à la fracture numérique, etc. Ça, évidemment, on ne peut que le soutenir. Ou est-ce qu'on va y aller en réimposant des recettes de type austéritaire et néolibéral qui ne font qu'accroître la précarité, qui ne font que creuser les inégalités? C'est cette ambiguïté-là qu'on a voulu pointer. Et enfin, certes, dernière ambiguïté, par rapport au verdissement, vous l'avez bien dit et Thomas Dermine l'a rappelé, le plan de relance européen prévoit que 37% des montants disponibles dans le fonds de relance devront être fléchés vers le climat. Mais il y a quand même un débat à mener sur les critères qui vont être utilisés pour évaluer l'additionnalité environnementale des projets. Et là-dessus, pour l'instant, on a quand même quelques doutes, aussi parce que en termes de délai, les délais dans lesquels les États membres doivent préparer leur plan, compte tenu des montants à disposition, sont vraiment très très courts, de sorte qu'il sera vraiment très très difficile de mener une étude d'impact ex ante. Et puis, enfin, de manière générale, ce que l'on craint, c'est quand même une très très grande fragmentation de l'approche. On sait que pour affronter les défis du digital, pour affronter les défis de la décarbonation, on a besoin d'une grande cohérence, d'une grande coordination au niveau européen. Or, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est émerger 27 plans différents plutôt qu'un grand plan européen. Quand je dis 27, c'est évidemment sans prendre en considération les États qui ont la beauté d'être organisés de manière aussi décentralisée que la Belgique. Ça, on y reviendra peut-être avec Caroline Sagesser, justement, dans quelques minutes. Je voudrais que vous répondiez sur 2 points, au moins, en tout cas, Thomas Dermine. Le premier, c'est qu'est-ce qui est caché dans les petits astérix du contrat, un petit peu comme quand on signe avec son assureur. Donc, ce plan de relance avec des règles dont on ne sait pas exactement lesquelles vont s'appliquer pour effectivement bénéficier de la manne européenne, comme le souligne Benjamin Denis. Est-ce qu'il y a le retour de l'austérité budgétaire qu'on a chassé à grands coups de pied très spectaculaires ces derniers mois dans les petits astérix du contrat? Non, et je pense qu'effectivement, c'est des discussions et je suis entièrement d'accord avec l'avis qui a été exprimé aujourd'hui. Il y a quand même un changement de paradigme et la Commission se rend quand même compte, et notamment quand on voit les annonces du président Biden aux États-Unis, à la fois sur le volume d'investissement et sur la façon de le financer, qu'il ne faudrait pas reproduire les erreurs de 2008 où, suite à la crise financière, on avait appliqué des recettes d'austérité en Europe, là où les Américains, et notamment dans le premier mandat de Barack Obama, avaient investi massivement. Résultat, l'Europe était restée en récession beaucoup plus longtemps que les États-Unis. Donc il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas reproduire les erreurs du passé. Vous êtes sûr de ça? Parce que ce n'est pas juste Thomas Dermine qui va décider, c'est quand même le Conseil de l'Union européenne. Je pense qu'il y a beaucoup d'États membres, et en tout cas plusieurs familles politiques importantes dans les États membres qui défendent cette position-là. La vraie discussion, et là je suis 100% d'accord, c'est quid du pacte de stabilité, c'est-à-dire quelles seront les règles budgétaires européennes. Là, on est dans une forme de standstill jusque 2023. Est-ce qu'après 2023, on va resserrer la ceinture des États, ou est-ce qu'au contraire, comme on le défend, on va imposer des règles d'or, notamment sur les investissements publics, pour s'assurer qu'on continue à investir dans notre avenir? Parce que si on veut réussir notre transition environnementale, notre transition digitale,
on sait qu'il va falloir investir massivement et bien au-delà des plans de relance européens. Ouais, quand Benjamin Denis dit 30% dans la politique climatique, c'est insuffisant, on regarde des accords de Paris. Il écrit ça dans son article, il a raison. Je pense qu'en tout cas, nous, on est parti de ce pied-là dans la rédaction du plan belge, et c'est pour ça qu'on a 55% des montants qui sont alloués à l'infrastructure pour la transition climatique, que ce soit l'infrastructure de mobilité, l'infrastructure pour le transport énergétique. Et donc, c'est une priorité. Et je pense que si on veut aborder ce défi de la transition de manière pragmatique, pas de manière dogmatique, on se dit il faut avoir une cible la plus ambitieuse possible, mais sans réfléchir à comment on l'atteindre, mais vraiment avoir une écologie du pragmatisme, projet par projet, on abat des émissions de CO2, alors il faut s'en donner les moyens, et c'est ce qu'on essaie de faire à travers ce plan. J'essaie de traduire une autre question, une autre interrogation de Benjamin Denis. J'espère qu'il ne m'en voudra pas de la traduction. On a parfois le sentiment, quand il dit que c'est un peu hétéroclite, qu'en fait on a empilé des projets parce qu'ils avaient le mérite d'exister déjà, et qu'il fallait rentrer auprès de l'Union européenne des choses qui étaient déjà suffisamment avancées, et que donc du coup, on n'est peut-être pas exactement dans le mieux de ce qu'on aurait pu faire. Est-ce que j'ai raison ou pas ? Écoutez, je pense qu'il y a effectivement une tension entre l'objectif d'avoir des projets qui sont le plus matures possible pour qu'ils puissent être exécutés le plus rapidement possible et avoir le boost le plus important sur l'économie au moment où on réouvrira l'économie après le coronavirus, et l'objectif d'additionnalité, c'est-à-dire d'avoir des projets qui n'auraient pas été réalisés par exemple. Donc on aurait pu mieux faire si on avait eu 6 mois de plus. Et je ne pense pas. Et la Commission nous fait travailler vraiment avec un train d'enfer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans une politique de relance keynésienne où il faut investir au moment où l'économie en a le plus besoin. Or, on sait que l'économie, elle en aura le plus besoin à partir de cet été quand on va réouvrir, en 22, en 23. Et d'ailleurs, sur le plan belge, et ça c'est un élément nouveau, 60% des montants vont être investis avant 2023, justement pour donner ce boost à l'économie au moment où elle en a le plus besoin. Alors justement, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur notre économie ? Réponse Vanessa Lullier, et notamment ce qui intéresse beaucoup de monde, combien d'emplois ça va créer tout ça ? Oui, alors c'était justement dans la Libre Belgique de vendredi dernier, donc Thomas Dermine, vous avez annoncé que selon les calculs du Bureau fédéral du plan, dans le cadre de l'évaluation des projets d'investissement, eh bien, ce plan de relance, il va permettre de créer 3 900 emplois. Alors ces emplois, ils attendront leur paroxysme vers 2022-2023 lorsque le plan de relance sera entièrement lancé. Et il s'agit d'un pic puisqu'avec le temps, certains devraient disparaître. Et toujours en parlant chiffres, eh bien, le plan de relance aura un impact de 0,21% sur le PIB belge. Ces différents chiffres, ils peuvent sembler faibles, mais il faut rappeler que l'objectif de ce plan de relance est d'améliorer la productivité, apporter des changements structurels et moins de créer de manière brute des emplois, par exemple. Je reviens avec ma rénovation du palais de justice, Thomas Dermine. Ça c'est un changement structurel, ça ? La rénovation du palais de justice n'est pas dans les purs du plan de relance européen que nous avons soumis à l'Europe. Concernant les emplois, il faut être prudent avec les chiffres du bureau du plan, et d'ailleurs le commissaire au plan a pu l'expliquer la semaine passée. Les 3 900 emplois ne sont pas des emplois qui sont exhaustifs, c'est-à-dire c'est 3 900 emplois, c'est l'emploi qui est lié à l'exécution des projets du plan de relance. Ouais, donc il y a un effet levier pour plus tard. Si je construis un centre de formation, l'emploi du secteur de la construction qui va construire le centre de formation est compris dans ces 3 900 emplois, mais les emplois qui vont être créés pendant des dizaines d'années liés au fait qu'on investisse dans ces projets de recherche, de formation, etc., ne sont pas inclus. Donc il faut être très prudent quand on parle de ces chiffres. Je donne la parole à Caroline Sagesser. Donc, autre article publié dans la revue Nouvelle, cette fois-ci avec le prisme plus des politologues. Si j'ai bien compris ce que vous écrivez, Caroline Sagesser, vous avez un petit peu épluché l'ensemble des mesures. Et c'est un petit peu un catalogue, c'est-à-dire que c'est une négociation belgo-belge où on a additionné des projets. C'est un petit peu ça la critique que vous formulez. Oui, bonjour. Avec mes collègues Jean Faniel et David Van den Abel, effectivement, on s'est penché non pas tellement sur le catalogue de mesures proposées, mais sur la méthodologie utilisée pour arriver à ce plan belge. Et donc, c'est vrai qu'avec les informations dont nous disposions, on a été assez critique, notamment en ce qui concerne la cohésion du plan, parce qu'on a l'impression qu'on s'est dans un premier temps attaché à la répartition des fonds, et une répartition qu'on n'a pas vraiment répartie
en fonction des besoins constatés, alors que l'Europe, elle a décidé d'allouer les montants aux différents États plutôt en fonction d'une situation de besoin, alors qu'en Belgique, on reste un peu dans une situation héritée de la méthodologie du gaufrier. On décide d'abord de combien chacun va avoir, et puis ensuite on voit quel projet on va pouvoir rentrer. Et puis un second aspect que nous avons épinglé, mais pour lequel les acteurs belges ne sont pas responsables, c'est un peu ce manque de coordination, je dirais non seulement au niveau global du pays, mais avec les plans de relance nationaux, régionaux, parce que l'Europe nous a imposé, comme on l'a dit, de travailler très très vite. Et donc avant que les plans régionaux ne soient vraiment prêts, avant que Get Up Wallonia ne soit dans sa dernière ligne droite, du côté flamand avec Vlaams Veerkracht qui sont un peu plus avancés, mais quand même on a l'impression qu'il a fallu aller très vite sur les plans européens, et on n'aperçoit en tout cas pas encore de plan global qui fédérerait des synergies transversales pour tout le pays. Et je crois, puisqu'on est sur un média bruxellois, qu'il est bon d'épingler que pour la capitale du pays, c'est quelque chose d'extrêmement important. On a beaucoup discuté des montants qui viendraient à Bruxelles. On a beaucoup critiqué dans les colonnes du soir notamment le montant initialement alloué. Puis on a dit voilà, le fédéral, les communautés vont évidemment aussi investir à Bruxelles. Maintenant, il semblerait que dans la deuxième version du plan, il y ait beaucoup moins d'argent pour Bruxelles. Ça me paraît assez anecdotique finalement. Enfin, pas anecdotique, mais moins important de savoir précisément combien d'argent va être investi à Bruxelles que de savoir comment la situation des Bruxelloises et des Bruxellois va être améliorée par les investissements qui se feront à l'échelle du pays. Et dans deux compétences très importantes pour les Bruxellois, par exemple, que sont la mobilité ou l'environnement, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on investit à Bruxelles, mais dans quelle mesure on a un plan global en Belgique pour améliorer la mobilité à l'échelle du pays. Et c'est là qu'on a quelques craintes par rapport à la cohésion de ce plan. Ouais, Thomas Dermine, est-ce que c'est une addition de stratégie régionale, ce plan, ou est-ce qu'il y a une stratégie nationale belge ? Mais en tout cas, merci pour cette étude, et je dirais la revue nouvelle avec beaucoup d'attention. Je me permets de ne pas être tout à fait d'accord avec l'avis qui est. Oui, on vous a vu faire non de la tête, effectivement, quand on a parlé de gaufrier. Ouais. On a mis en place un processus politique assez inédit, où on a fait travailler l'ensemble des gouvernements, la Flandre, la Wallonie, Bruxelles, le fédéral, sur certaines thématiques, justement pour avoir de la cohérence, et ça a été souligné par la Commission européenne dans la dernière épure qu'on a rendue. Et notamment sur les enjeux de mobilité. Par exemple, la mobilité au sein de Bruxelles, qui est un enjeu pour l'environnement, un enjeu pour la productivité en Belgique. Je pense que c'est la première fois où on a eu des sessions techniques avec l'ensemble des cabinets mobilité du pays, où on avait, OK, que peut faire la SNCB avec un levier fédéral, comment est-ce qu'intégrer mieux le réseau de la transport flamand avec le réseau de transport bruxellois, comment est-ce que Belliris peut investir pour créer des couloirs vélos. Donc justement, on démonte l'inverse. En matière énergétique, on va construire le réseau de transport de l'hydrogène. On va le penser avec des moyens fédéraux sur l'infrastructure Fluxys, sur des applications industrielles régionales. Et donc justement, il y a un vrai effort de coordination qui a été fait entre régions. Et moi, quelque part, en tant que Belge, je suis rassuré de voir qu'une forme de fédéralisme de coopération peut marcher entre des régions qui coopèrent entre elles en fonction d'objectifs communs. Alors, Caroline Sagessère, il y a un autre point dans votre article que je voudrais qu'on souligne. Vous regrettez qu'il n'y ait pas eu vraiment de débat public et de débat politique sur ces questions, que ça se passe de nouveau dans les négociations entre gouvernements et qu'on n'ait pas un grand débat parlementaire. Vous pouvez développer en quelques secondes ? On n'a effectivement pas eu le temps nécessaire pour organiser ce débat. Et le débat parlementaire, il va avoir lieu sur les plans régionaux. Mais globalement, c'est vrai, Thomas Dermine soulignait qu'il y a eu une concertation très efficace entre cabinets ministériels. C'est un plan qui, à ce stade, s'est négocié essentiellement entre politiques et collaborateurs des politiques. Je crois que même au niveau des interlocuteurs sociaux, on n'a pas eu le temps de les impliquer véritablement dans cette version. Permettez-moi de corriger là aussi. Oui. On a un plan qui a été concerté avec le Conseil central de l'économie, qui représente les partenaires sociaux, donc les syndicats, le Conseil fédéral du développement durable, les organisations de jeunesse, les organisations environnementales. On a, et c'est assez unique, je pense aussi en Belgique, l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui a émis un avis, le Bureau du plan qui a émis un avis, le SPP Intégration Sociale, le SPF Digital. Donc on a concerté de façon très largement, et ces avis ont été remis d'initiative en début de processus, et aussi à chaque étape qu'on a rendu un document à la Commission européenne. Et je dois dire, ça a été vraiment extrêmement riche de pouvoir intégrer ces différents avis. Et on est aussi, ça vaut la peine de le mentionner, un des rares États membres qui va organiser une discussion au Parlement, en commission économie, en amont de la soumission à l'Europe. Donc, on doit toujours concilier entre les impératifs de timing qui sont très très stricts et l'importance essentielle de mener de la concertation, ce qu'on a essayé de faire le mieux possible. Et d'ailleurs, la semaine passée, quand on a présenté le plan, on l'a fait
le politique, avec l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes, avec le Conseil central de l'économie, avec le Conseil national du travail, en montrant justement la richesse de cette concertation du processus. Une dernière question, Thomas Dermine. Donc, on a jusqu'au 30 avril. Est-ce que le plan tel que vous le connaissez aujourd'hui, il est complètement ficelé ou est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent évoluer et vous pourriez nous dire dans quel domaine ? Non, pas du tout. Donc, il y a à la fois encore un travail qui doit être effectué dans les 2 semaines prochaines avant la remise fin avril, à 2 niveaux. Un, sur le peaufinage des aspects techniques, c'est-à-dire que le plan de relance, en fait, c'est un document de 800 pages, hyper technique, avec des tableaux de costing sur chaque projet, etc., qui sont vraiment très, très détaillés. Donc, il y a un travail technique qui doit être fait. Il y a plusieurs affinages politiques qui doivent être faits aussi sur les parties feuilles de route pour les différentes réformes. Et ensuite, une fois qu'on le rend, c'est pas comme un examen qu'on remettrait où on ne peut plus le retoucher. Il y aura encore dans les mois qui viennent jusqu'à l'été toute une série d'allers-retours avec la commission pour revoir le document sur certains aspects. Merci beaucoup. On aura donc probablement l'occasion d'en reparler, que ce soit aux alentours du 30 avril ou que ce soit dans la suite des travaux. Merci beaucoup. Donc Thomas Dermine, secrétaire d'État pour la relance et les investissements stratégiques, qui était challengé, je sais pas, défié, on va dire en français peut-être, par Caroline Sagesser du CRISP et Benjamin Denis de l'Industrial European Trade Union, qui sont tous les deux signataires d'articles dans ce numéro de la Revue Nouvelle qui faisait le point un petit peu sur ce plan de relance européen et sa déclinaison belge. Merci à tous les trois. Merci d'avoir été avec nous.